Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, starwarshypernews.fr, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition Spoilers, qui sera consacrée aux dernières nouvelles Spoilers sur la série de Mandalorian et sur l'épisode 9 de Star Wars. Je suis Danny Pépin et aujourd'hui pour discuter Spoilers, je suis accompagné de Francis. Bonsoir Francis. Bonsoir Danny. Et de Sébastien qui fait un retour à l'émission. Salut Seb. Hey, bonjour! Ça fait un bout, là! ça commençait à faire longtemps, là. Je m'ennuyais de vous autres, là. Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté, autant dans ta vie Star Wars que geek? Ben écoute, niveau geek, on n'arrête pas de travailler fort, moi et toute l'équipe du Hangar 51 pour ramener les pods en ligne très bientôt. Donc on espère que ça va être fait avant la fin de l'année et que les gens vont pouvoir revenir... s'amuser dans des robots géants de l'espace du 31e siècle, là, puis avoir beaucoup de plaisir à détruire d'autres gros robots géants du 31e siècle. Parce que vous avez déménagé, hein, c'est ça? Ouais, on est en déménagement présent. Okay. Mais niveau Star Wars, écoute, je vais te faire rire. Puis je suis triste que GF ne soit pas avec nous ce soir parce que lui aussi aurait beaucoup ri. Tu sais, vous arrêtez pas d'acheter des trucs pour X-Wing, puis j'arrête pas de vous faire la blague Mistakes were made. Mm-hmm. Ben, on a un ami commun, notre ami Pierre Calvez de Collecte Édition, qui m'a fait un méga super deal sur à peu près une douzaine de vaisseaux Armada, ou même peut-être même une vingtaine, là. Je sais même plus. Puis je les ai tous achetés. Mistakes are made. Mistakes were made. Mais au moins, là, j'ai presque tous les vaisseaux d'Armada, puis j'ai au moins ça de moins de vaisseaux à acheter. On va prendre le côté positif de la chose. Il s'agit de voir maintenant si tu vas jouer ou si tu vas c'est juste pour les collectionner. Non, ben, j'aimerais ça jouer, donc éventuellement, il va juste falloir que j'ajuste le jeu là, pour pouvoir jouer à plusieurs. Mm-hmm. Fait que tu vas racheter des vaisseaux parce qu'il faut que tu achètes la boîte de le Core Set. En fait, c'est que j'avais réussi à mettre la main sur le Core Set à 50% du prix. Ah, c'est bon. Donc ça, c'était pas si pire. Mais évidemment, quand mes amis m'ont dit « Ouais, mais tu sais qu'il y a des vaisseaux pour ça en plus, hein? » J'étais « Ah non, vous me niaisez. » Ben, ça a l'air que non. Puis je n'ai pas pu résister au Black Friday américain et j'ai sauté sur la chance d'avoir le dernier Sandcrawler de Lego à prix réduit sur Amazon. Mm-hmm. Puis as-tu acheté les petits droïdes dans les Sandcrawlers là, qui au Disney Store là, qui sortent? Ben, comme nous, on n'a pas de Disney Store à Montréal, parce que malheureusement, contrairement à toi, à Ottawa, on en a pas. Faudrait que j'aille voir s'il y en a. Il y en a probablement, mais j'ai un de mes amis qui est en croisière présentement comme on se parle, à bord du Disney Dream, et je lui ai demandé de garder l'œil ouvert au cas où il verrait ces merveilleuses petites choses pour voir un peu de quoi ça a l'air, parce que j'ai des doutes que ils sont pas aussi gros que les droïdes qu'on a connus dans le passé là, avec les figurines 3 pouces et quart. Là. OK. Donc, je suis curieux de voir ce que c'est, mais je pense pas que c'est de la même qualité, fait que je pense pas que je vais essayer de me tenir loin de ça, en fait. Okay, ça serait la chose la plus sage à faire. Fait que tu penses qu'ils sont plus petits que Build a Droid? Ouais, j'ai l'impression. OK. Cool. Mais je suis pas certain à 100%. OK. Toi, Francis, ça fait pas longtemps que t'as fait une émission. Y a-tu quelques changements dans ton WhatsApp? Il n'y a pas grand-chose de nouveau, sinon un peu de lecture du deuxième volume de Riposte, là, comme je disais dans l'autre émission, qui est sorti récemment. Sinon, ici à Québec, une des choses qui a marqué l'actualité en fin de semaine dernière, c'est que le restaurant Sagamité, qui est aux fans finis de Star Wars, que plusieurs connaissent, Steve Gros-Louis, un des fans suivis dans le documentaire là, Que le fan soit avec toi, a malheureusement passé au fond en fin de semaine, donc juste avant le temps des fêtes, vous imaginez dans un restaurant ce que ça représente. C'est lui aussi, là, pour ceux qui le replaceraient pas, c'est lui qui possède la boutique Kaya ici à Québec aussi, là, au village Huron, qui est une mine pour les collectionneurs.
de Star Wars. Donc, on le salue, écoute, puis on lui donne le support qu'on peut, on lui souhaite tout le succès pour la suite des choses, sa relance. En tout cas, on imagine qu'il va relancer le restaurant. Mm-hmm. Et c'est ça. Ouais, tous les fans sont derrière toi, Steve, pour la reconstruction du restaurant. Sébastien, tu avais une autre chose à parler par rapport à Colombie-Britannique. Ben oui, écoute, mais j'en profité aussi pour revenir sur Steve Grobby pour dire que c'était lui aussi qui avait fait la convention de la Nouvelle Alliance en 2001 à Québec. Mm-hmm. Et Danny, tu te souviendras de cette convention épique à laquelle on avait été, où avait été invité nul autre que Femi Taylor, Darth Vader, Kenny Baker, parmi tant d'autres. Ah oui, donc, sur l'A20, on se faisait poursuivre par des TIE Fighters, c'était ça? Ouais, c'est celui-là qu'on avait croisé. Trois TIE Fighters avec le derrière de ton auto qui était tellement chargé qu'on était à 1 pouce de la carrosserie, là. Ouais. Le pneu, là. C'est de très bons souvenirs. Ça, c'est Francis, ça, c'est vintage cette affaire-là, là. Qu'est-ce qu'on te parle? Je vois ça, effectivement. Alors, donc, ben c'est ça. Dans d'autres nouvelles, il y a des scientifiques qui ont trouvé le Sarlacc Pit, Danny. Ah, ouais. Et il était pas dans le désert du Sahara, il était en Colombie-Britannique. Au Canada. Donc, ben oui, en fait, c'est que il y a des géologues qui ont découvert une caverne qui a jamais été explorée par les humains en Colombie-Britannique. Et c'est une caverne quand même assez gigantesque, là. On peut voir comme presque 600 pieds, 183 mètres là, à l'intérieur de la dite caverne, là. Donc c'est quand même une grosse caverne. Et c'est très vertical. Ouais, ben c'est très vertical, mais en dessous, on parle de 1,2 km là à peu près là. Okay. Qui aurait aussi là des grosses cavernes souterraines incluant des chutes. Okay. Donc c'est une caverne d'une telle taille que les scientifiques n'ont pas pu s'empêcher que de la surnommer le Pit du Sarlacc. C'est cool. Wow. Au Canada en plus, c'est cool. Et au Canada en plus. Bon, de mon côté, j'ai fait quelques acquisitions. Ça fait quand même quelques émissions que j'ai pas participé. Donc, comme vous en avez parlé, messieurs, lors de la dernière émission des suggestions cadeaux, j'ai acheté le petit livre Be More Like Vader, Be More Like Yoda. D'ailleurs, Seb, tu devrais avoir le Be More Like Yoda. Faudrait que je te l'achète. En fait, c'est vraiment des petits livres humoristiques qui ont un petit peu de vérité en eux. En fait, c'est que Be More Like Vader, ça montre comment commencer dans une entreprise, comment mettre ton pied dans une entreprise et monter les échelons, mais il rajoute une petite touche Star Wars en donnant des exemples, par exemple, de Vader par rapport à Palpatine, tu sais, quand il est rentré lentement dans l'ordre et quand il est rentré dans l'Empire, etc. Puis ils font un petit parallèle à ça côté Vader. Et puis, tu sais, ils te montrent comment te comporter dans des réunions. Puis c'est des vraies choses que tu pourrais faire pour vrai dans des réunions, là. Comment te comporter avec tes collègues, blablabla. Puis tu sais, c'est vraiment un truc intéressant, mais ils mettent une petite twist Star Wars. Même chose pour Be More Like Yoda, soyez plus comme Yoda. C'est plus des trucs anti-stress. Ah oui, effectivement. Comment réagir à certaines formes de stress, puis il faut une petite twist avec les Jedi puis Yoda un peu là. Fait que c'est juste cool, c'est pas long, allez, ça se lit en une demi-heure, c'est rien là. C'est vraiment cool. Je me suis aussi procuré, j'en avais parlé souvent dans le passé, que j'attendais la fin de Rebels pour acheter en Blu-ray, parce que j'espérais un coffret, c'est pas arrivé. Donc j'ai acheté toutes les saisons en Blu-ray, donc les 4 saisons. Finalement, ils sont pas vendus en un seul, donc je les ai tous achetés séparément. Je me suis aussi acheté une figurine 6 pouces de Darth Vader, je pense que c'est les Black Series, et une de Superman. C'est plus une décoration pour mon bureau de travail. Côté geek plus général, je suis dans l'écriture d'une campagne maison de Donjons et Dragons 5e édition. Ben oui, pour 6 joueurs. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche, parce que c'est très focusé sur le background de chacun des personnages pour essayer de les défier au cours de la campagne avec leurs faiblesses, leurs forces et faiblesses, voir comment ils vont réagir ces joueurs-là quand ils vont être confrontés à des trucs. Fait qu'il y a beaucoup de recherche, etc. là-dedans. Finalement, j'étais en train de travailler sur mon
prochain projet web. Qu'est-ce que c'est ça? Non, en fait, je vous le dis pas tout de suite. C'est pas relié à Star Wars, puis c'est pas geek. Donc... le projet, ça devrait apparaître au début de l'année prochaine. Je vous en parlerai quand ça va être lancé pour ceux qui s'intéressent. Et voilà. La force me dit que ça va être artistique. Est-ce qu'il y a un titre codé là, comme pour les épisodes de Star Wars? Un code de pré-production. J'ai même pas pensé à ça. Non, j'ai même pas pensé à ça. Fait que je vous donnerai un autre code à un moment donné quand je vais être plus proche. Ou un indice, peut-être. Donc, c'est à peu près ça pour moi. Les émissions les plus récentes, c'est Star Wars en direct 159, où est-ce qu'on discute des dernières nouvelles Star Wars et de nos quelques idées cadeaux du staff pour le temps des fêtes. On a aussi le Star Wars en direct Making of numéro 7, où Martin et Margot continuent le récit de la trilogie originale des films Star Wars avec la pré-production de Return of the Jedi, le retour du Jedi. Je vous rappelle qu'on recrute toujours au Québec, donc si vous voulez parler avec nous en ondes, vous avez toutes les qualifications pour et de l'entre-gens et que vous connaissez Star Wars quand même relativement bien et que vous voulez faire partie de l'équipe, ben soumettez votre candidature à starwars.direct/recrutement, remplissez le formulaire et on va vous contacter si on vous considère. Et vous pouvez aussi vous procurer des t-shirts ou des tasses ou etc. sur starwars.direct/boutique. Donc une boutique européenne et une boutique canadienne. Je travaille aussi peut-être à changer les boutiques pour avoir une boutique, une seule qui fonctionne des deux côtés de l'océan Atlantique. Donc c'est quelque chose à voir dans l'avenir. Bon, merci à nos partenaires comme d'habitude, Mint Box, Star Wars HoloNet, siteclan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Sur ce, on s'en va en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, avant de parler spoilers, on vous avertit immédiatement, si vous voulez rien savoir, que ce soit des séries télé qui s'en viennent, de l'épisode 9, arrêtez immédiatement de nous écouter, parce que vous allez apprendre des petits détails ici et là. C'est rien de majeur présentement, mais plus que ça va avancer dans le tournage et dans la post-production, plus qu'on va avoir des détails juteux à vous offrir. Donc peut-être que vous voulez pas le savoir pour vous garder la surprise au cinéma ou à la télé. Je pensais jamais dire ça, mais vous gardez la surprise à la télé. Il y a beaucoup de choses à rattraper parce que c'est notre premier épisode spoilers depuis The Last Jedi. On ne l'a pas fait pour le film Solo. Donc ça fait très très longtemps. Bon, on a annoncé The Mandalorian et je pense que c'est cette semaine, on a annoncé un nouveau une rumeur bien sûr parce qu'il n'y a aucun acteur qui a été confirmé encore, mais les rumeurs des acteurs actuels sont Pedro Pascal, Pedro Pascal que vous reconnaissez sûrement dans la série Narcos saison 1 et 2 et dans Game of Thrones il faisait Oberyn Martell, Gina Carano qui est une lutteuse. T'as Carl Weathers qui faisait Apollo Creed dans Rocky. Il jouait aussi dans le film Le Prédateur, le premier. Et plus récemment cette semaine, on a annoncé qu'il y aurait Nick Nolte qui ferait aussi partie de la distribution de la série de Mandalorian. Donc, tout ça n'est pas confirmé par Lucasfilm. Ça devrait l'être éventuellement d'ici la fin d'année ou au début de l'année prochaine. Mais je suis certain que ça va arriver avec une actualité qui va annoncer le cast au complet comme on fait habituellement chez Lucasfilm, ou du moins les acteurs principaux. Donc, on va commencer. On a 2 blocs à vous faire aujourd'hui. On a des spoilers sur The Mandalorian. Il y a beaucoup de photos d'espions qui sortent, surtout pour The Mandalorian. Et après, on va aller pour les quelques spoilers qu'il y a pour l'épisode 9. Beaucoup plus protégé, beaucoup plus éloigné comme lieu de tournage et puis beaucoup plus difficile d'accès
pour les photographes espions. Donc, on a un petit peu moins de choses de ce côté-là. Donc, on commence avec The Mandalorian. Donc, il y avait pas, les premières photos qu'on a vues ne montraient pas grand-chose, mais une chose qui était, pour la plupart des fans, peut-être une évidence, c'est que le décor qu'on voyait ressemblait énormément à Tatooine. C'était une planète de sable, etc. Mais maintenant, ils ont dévoilé 2 possibles autres planètes basées sur des morceaux de décor. C'est vague, vous allez dire. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis Disney, fait qu'on va y aller avec ce qu'on a. Premièrement, le plateau qui est surnommé Tatooine, comme on vous dit, parce qu'il y ressemble. La nouvelle news est que ça pourrait vraiment être Tatooine. Il y a des photos d'espions qui ont sorti avec certains petits éléments de plateau qui semblaient être de la lave noire, donc de la lave séchée, en fait. Plusieurs spéculent que ça serait la planète Sullust, la planète de lave que l'on voit dans le jeu vidéo Battlefront. De mon côté, est-ce que ça pourrait être aussi Mustafar, la seule autre planète qu'on a vraiment vu qu'il y avait de la lave dans l'univers canon? J'en doute beaucoup parce que la seule structure qui pourrait être semblable qu'on a vu sur Mustafar, c'est le château de Vader, de Darth Vader. Puis peut-être l'usine qu'on voit dans la Revanche des Sith, donc je doute beaucoup. Ça ressemble pas du tout à ça. Donc il y a plus de chances que ce soit une planète du type peut-être Sullust, ça serait une bonne façon de l'intégrer au cinéma. Et puis finalement il y a eu une autre photographie qui dévoilait peut-être une 3e planète parce qu'il y a des bâtiments qui semblent être en marbre avec des formes différentes que ceux qu'on voit sur le plateau de Tatooine. Donc, c'est vraiment vague pour vraiment lancer des théories sur cette 3e planète-là. Je veux dire, du marbre, c'est assez vague. Donc, il suppose une 3e planète. Moi, je suppose qu'il y en a une 5e puis une 6e qu'on va voir dans la série. Donc, pour l'instant, c'est très très vague. On ira pas plus en détail sur les planètes qu'on va voir. Ensuite, le fameux set de Tatooine. Il y a une porte, il y avait une blast door, donc en français, je sais pas comment dire ça, une porte anti-feu ou une porte anti-tir de blaster, anti-explosion, qui avait été aperçue plus tôt lors du tournage. Puis récemment, il y a une photo de la même porte, mais la porte a été changée pour une porte qui a été substantiellement détruite par quelque chose. Plusieurs pensent que c'est une simple explosion. Mais certains fans spéculent que c'est probablement un outil de découpage comme une torche à souder ou qui aurait créé une ouverture juste par la forme que ça a, l'explosion. C'est pas des formes vraiment accentuées puis aiguës, c'est vraiment une forme très smooth un peu plus. Il y en a qui disent que ça pourrait être fait par un sabre laser, un peu comme Qui-Gon dans l'épisode 1. L'emplacement chronologique des Jedi dans la série sur la ligne temporelle de Star Wars dont se passe cette série-là qui est post Return of the Jedi ne correspond pas vraiment, donc c'est peu probable que ce soit un sabre laser. S'il y en a, fine, ça peut être cool, mais je doute que c'est ça. Donc ça couvre la première news qu'on avait sur The Mandalorian. Francis, tu vas continuer avec une première créature qui a été dévoilée. Ouais, ben c'est ça. En fait, on a eu quand même beaucoup de clichés, là, des photos pas mauvaises sur une créature qu'on n'a pas de nom comme tel, on n'a pas de nom d'espèce. Mais ceux qui étaient attentifs ou qui ont écouté les derniers Jedi plusieurs fois reconnaîtront la créature. On en avait vu une identique au casino de Canto Bight. Mm-hmm. Donc, c'est une espèce de mix là, de Pac-Man avec un Mon Calamarien. Donc, une espèce de grosse tête ronde, là, mais qui fait très Star Wars. Moi, je trouve que ça fit très bien. Mm-hmm. Et ce que je trouve drôle aussi avec le fait qu'on l'ait vu au casino de Canto Bight, c'est que c'est cette fois-ci, dans le fond, on est justement sur le plateau style Tatooine. Mm-hmm. Donc, le personnage est habillé comme les gens qu'on voyait sur Tatooine là, dans la trilogie originale ou même dans la prélogie. Mais tu sais, ça a l'air quand même beaucoup plus pauvre.
Et alors qu'à Canto Bight, on était dans l'opulence puis de la luxure à fond. Là. Donc c'est intéressant. Mais certains disent bon, c'est peut-être pour économiser aussi. Là, ils ont récupéré les éléments de costume là, des derniers Jedi. Mais écoute, que ce soit le cas ou pas, moi je trouve que ça ajoute juste en cohérence. Un des reproches qui avait été fait au dernier Jedi, c'était que c'était presque à 100% des nouvelles créatures et qu'il n'y avait pas justement assez des races d'aliens qu'on est habitué de voir. Donc là, de voir des espèces récupérées sur les différents films de la saga, bon, je trouve que ça ajoute en cohérence à tout ça. Mais je vous invite à aller voir, c'est qu'on a quand même plusieurs photos du set. Puis c'est ça, moi je fais le parallèle avec Pac-Man, je trouvais que ça fait vraiment une créature le style des jeux vidéo des années 80. C'est très rétro gaming là, c'est le genre de créature que tu y sautes dessus pour qu'il explose là. Fait que bref, c'est ça pour une toute première créature, mais mon petit doigt me dit que ça va quand même être une série riche en créatures. Si on suit sur juste la quantité de créatures qu'il y a sur Tatooine, si c'est vraiment Tatooine, il va en avoir un peu un autre. Exact, puis les coûts aussi de production pour les créatures, à chaque film de Star Wars qu'ils ont fait, les coûts avaient quand même chuté à chaque fois. Question de technologie développée et compagnie. Là. Donc, tu sais, quand on fait juste penser à Solo, justement, c'est un bon exemple là, de la scène dans pas le bar, là, mais bref, dans le vaisseau de Dryden Voss. On avait quand même justement un bon mix aussi de créatures 100% nouvelles puis anciennes. Mais c'est ça, moi je m'attends en tout cas dans cette... à l'inverse, je vais être déçu si c'est une série là, justement où on voit que des humains comme si on était justement dans une base de vampires. Là on parle d'un un mercenaire ou en tout cas un chasseur de primes, on sait pas trop, mais tu sais qui justement est dans les bas-fonds. Un peu comme justement Solo là, quand il va jouer au sabac avec Lando. Fait que c'est ça. Moi, c'est peut-être juste une impression personnelle pour l'instant, mais je trouve que ça fait quand même du sens. Fait que je suis même surpris qu'on en ait vu juste une pour l'instant. Ensuite, la série se passe après Return of the Jedi, donc on pourrait se demander qu'est-ce qui est arrivé à l'Empire. Seb, apparemment, il en reste. Ben apparemment qu'il en resterait, oui. Lors d'un coup d'œil sur le plateau de la série, ils auraient remarqué la présence de Stormtroopers, ou du moins ce qui semble être 2 Scout Troopers. Puis on dit des Scout Troopers parce que sur la photo de loin, il y en a un qu'on voit clairement que c'est un Scout Trooper, là, grâce à son costume. Mais au fait aussi qu'il voyage en paire, on peut dire que c'est probablement 2 Scout Troopers. Avec mon œil d'aigle fin incroyable, et oui, je parle du poisson, non pas de l'oiseau, j'ai réussi, je trouve que ça ressemble effectivement à 2 Scout Troopers. Bon, ça nous laisse nous poser plusieurs questions, tant est-ce qu'ils restent dans l'Empire à ce moment-là, jusqu'au moment de l'histoire, est-ce qu'ils font partie d'une garnison qui a réussi à survivre malgré la chute de l'Empire, est-ce que c'est des contrebandiers qui veulent passer sur un territoire contrôlé par un gouverneur de région impériale isolée? Ben, c'est une confirmation qu'on va avoir juste quand la série sera en streaming. Donc, peut-être, Francis, on pourrait penser au 3e Empire's End de la série Aftermath. Peut-être qu'il y en a qui sont pas partis dans les régions inconnues, qui sont encore en train d'essayer de s'approprier certains secteurs, peut-être. Ouais, ben, tu sais, c'est ça, moi, je trouve les possibilités sont quand même vraiment larges. Autant ça peut être aussi une petite équipe en mission pour l'Empire qui est revenu traiter on sait pas trop quoi dans les régions connues, on va appeler ça comme ça. Sinon, moi, je vois très bien aussi une ancienne garnison ou peu importe, là, une bande d'ex-soldats impériaux qui sont devenus à leur compte puis qui continuent tout simplement d'utiliser leurs équipements. Tu sais, c'est ça. Mais je trouve que en tout cas moi ça m'a pas tant surpris là, quand ça a sorti ces photos-là, dans la mesure où ils ont quand même besoin de garder certains codes visuels pour que les gens se sentent puis tu sais dans Star Wars, ouais. Star Wars là, si c'est 100% du nouveau, parce que c'est bien beau le costume de Mandalorian, mais pour le casual fan là, tu sais souvent c'est même Boba Fett là qui pour les fans est une semi-légende, ben pour le casual fan, Boba Fett, c'est qui, hein, tu sais,
je veux dire, la prélogie a amené un petit peu plus de contenu, là, mais je veux dire, ça reste juste un casque dans l'Empire contre-attaque puis dans le Retour du Jedi. Là. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que je pense qu'ils vont essayer de rester quand même avec plusieurs petits codes là, pour qu'on se sente bien dans Star Wars. De toute façon, ça aurait été beaucoup moins intéressant, comme tu dis. Je pense que les gens n'auraient pas accroché si il resterait pas l'Empire. Là. Il restait absolument plus rien de l'Empire. Qui serait le méchant? Ça serait pas aussi intéressant. On n'est pas si loin non plus. C'est pas comme si on était juste avant le réveil de la Force. Mm-hmm. On est plutôt proche du Retour du Jedi. C'est ça. Donc, c'est ça. Il y a quand même une certaine logique aussi là, à ce que... Donc, après la bataille de Jakku, là, ouais. Ouais. Ensuite, Sébastien, on a entrevu un véhicule sur le plateau. Qu'est-ce qu'il y a comme lien peut-être avec ce véhicule-là, ce speeder-là? Ben, écoute, Amanda Ward, encore une fois, se promenait sur le plateau de tournage, puis elle a eu la chance, grâce à un coup de vent, ou la force, d'apercevoir ce qui semblerait être le derrière d'un speeder. Bon, un peu comme celui de Luke sur Tatooine, là, pour que les gens se donnent une idée visuelle dans leur tête, là, mais de modèles de génération différentes. Probablement même, possiblement, une relique de la guerre des clones. Parce que le bout remarqué par Amanda ressemble un peu, on va dire, admettons, peut-être, pas trop sûr, au derrière d'un speeder qu'on a pu apercevoir dans un épisode de The Clone Wars. C'est-à-dire l'épisode de Lawless, avec l'arc des Mandaloriens. Là. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est possible? Bon, oui, c'est possible. Est-ce que le 10 morceaux de scène ressemble à un speeder? Oui, ça c'est absolument sûr à 100%. Est-ce qu'on a absolument besoin d'avoir ce lien-là? Je pense pas vraiment. Je pense que ça soulève des points intéressants, par contre, s'il y a un lien à faire entre la série Clone Wars puis The Mandalorian puis toutes les implications que ça peut apporter. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui savent où notre cher ami qui fait la voix d'Ahsoka Tano est présentement? Es-tu en tournage quelconque? Ashley Eckstein. Ashley Eckstein. Ça serait le fun de l'avoir là. Mais faut dire aussi que Dave Filoni a participé au début de la série, hein, donc c'est peut-être là qu'est venue l'idée, là. C'est ça aussi, là. Mais bon, le fameux morceau de scène qu'on voit, il est simplement primé, là, il est pas peinturé avec les couleurs finales encore. Mm-hmm. Donc, on sait pas à 100% à quoi ça va ressembler. Mais oui, c'est fort probablement, là, très clairement un land speeder. Si c'est pas un land speeder, j'ai hâte en tabarouette de voir ce que c'était. Mais ça peut être autant une pièce de décor arrière que ça peut être quelque chose de central à une scène d'action. Donc, encore une fois, quand ça sera en streaming, on pourra voir de quoi ça va avoir l'air. Cool. Ensuite, il y a un autre lien qui a été fait, qui a été annoncé, parce qu'on a vu certains personnages. Donc, il y aura un lien entre The Mandalorian et Rogue One. Qu'est-ce que c'est ce lien-là? En fait, c'est la présence des Death Troopers, les fameux soldats d'élite en armure noire qui accompagnaient le directeur Krennic. Donc, Jason Ward a vu plusieurs Death Troopers cette journée-là, la journée qui a pris les photos. Mais il y avait toujours de la difficulté à identifier si c'était des officiers impériaux, des membres de l'équipe ou des Death Troopers. Mais qu'est-ce qui semble avoir confirmé que c'est des Death Troopers, c'est qu'il y a eu une photo où on voit clairement une armure noire de Stormtrooper. Mais sans que l'acteur ait son casque. Le fait aussi que l'acteur soit plus grand que les Stormtroopers qui l'accompagnent pourrait être aussi mettre du poids à cette théorie-là. Parce que on sait que si je me souviens bien, dans le guide, il disait que les Death Troopers étaient plus grands que les Stormtroopers habituels. Donc, possibilité ici encore. Puis il y aurait apparemment une escarmouche entre le Mandalorian puis les Impériaux. Incluant des Death Troopers. Donc j'ai hâte de voir ça si c'est le cas. Ça va être une petite bataille épique entre personnes en armure. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Ensuite, on parlait de Speeder tout à l'heure, Francis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme véhicule? Ouais, ben dans le fond, là cette fois-ci on parle de skiff. Bon, on pourrait traduire ça par une espèce de barge. Mm-hmm. Donc c'est ça, une espèce de speeder mais beaucoup plus allongé, beaucoup plus grand et qui coïncide qui est sur un plateau où est-ce qu'on a vu la construction d'un espèce de tunnel et d'un canal. Donc entourer tout ça de rochers, là tu parlais
de lave noire, là, tu sais, séchée. Fait que c'est ce qui fait, dire à beaucoup de gens, ça sent Soulust, ça ressemble un peu à un décor on peut très bien s'imaginer que c'est sur Soulust. Pour ceux qui avaient joué à Battlefront, là, ou de toute façon, qui ont lu là, différentes histoires qui se passaient sur Soulust. Donc c'est ça, probablement que c'est une barge justement qui se promène dans ce canal-là. On n'en sait évidemment pas plus pour l'instant. Je vous invite à aller voir les photos. Oui, parce qu'il y en a des photos, il y en a des tonnes de photos, là. Ouais. Ça paraît que c'est à Los Angeles le tournage. Ensuite, la news qui correspond parfaitement à Sébastien, oui. Mais juste avant qu'on aille à ma nouvelle, là, moi je trouve que toutes les histoires par rapport à ça, là, ça mène à une explosion des théories folles de Sébastien. Oh, faut que je mette l'intro. Welcome to Sebastian's Ultimate Crazy Theory. Mais selon moi, là, ce qui s'est passé dans le fond, c'est qu'on va revoir Boba Fett, puis que l'explosion du jetpack de Boba Fett à l'intérieur du pit du Sarlacc a causé tellement de chaleur que ça l'a fait vomir de la lave au Sarlacc, puis tout le sable autour du Sarlacc pit est devenu comme du verre volcanique. Donc c'est ça qu'on voit en fait, c'est tout autour du Sarlacc. Et c'était la théorie folle de Sébastien. Merci, je vais me coucher. C'est bon. Ensuite, la prochaine nouvelle qui va correspondre parfaitement à Sébastien et qui confirmerait que ça serait vraiment Tatooine. Quelle est cette révélation? Ben écoute, quand je l'ai lu, je me disais je viens de comprendre pourquoi c'est moi qui va l'annoncer. Mais il semblerait que effectivement la série de Mandalorian va se dérouler sur Tatooine. Bon, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ben, il y a plusieurs observations des décors dans les dernières semaines qui révélaient qu'il y a une structure à moitié construite là dans la ville la ville, elle ressemble à une planète désertique, fait qu'on n'était pas certain. Mais lors d'un tournage, on a aperçu des silhouettes de Jawa. Et ça semble confirmer que la structure, qu'on n'était pas certain si c'était un vaisseau spatial ou une navette impériale, ben ça serait en fait un Sandcrawler. Et sur quelle planète est-ce que on retrouve nos ferrailleurs favoris et des Sandcrawlers? Eh ben oui, c'est sur Tatooine. Donc, comme l'architecture semble aller de pair avec tout ça, ben ça semble vouloir indiquer qu'on verrait probablement la planète Tatooine dans la série de Mandalorian. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça signifie pour toute la série? Un croisement avec un autre célèbre Mandalorien? Peut-être. Mm-hmm. Il va peut-être passer en background, on sait pas, ou pas du tout, parce qu'il est censé être mort après tout. Une recherche de ce dit Mandalorien-là? Je suis à la recherche de mon papa. Mm-hmm. Ça restera à découvrir, parce que même si Tatooine n'est pas au centre de l'univers de Star Wars, ben malgré elle, cette planète-là semble être le centre de l'univers pour toutes les histoires qui s'y produisent. Mm-hmm. Puis il y a aussi la théorie qui vient encore de la trilogie Aftermath que ce serait un des personnages qu'on voit dans chacun des 3 livres, si je me trompe pas, ou peut-être dans les 2 derniers livres, qui est Cobb Vanth, qui apparemment qui a trouvé l'armure de Boba Fett ou qui a acheté une armure des Jawa qui possiblement était celle de Boba Fett récupérée. Et puis donc, ça voudrait dire que la ville, ça serait pas Mos Eisley, mais ça serait Mos Paigo, aussi surnommé Freetown dans la trilogie Aftermath. Donc, ça pourrait être ce personnage-là peut-être. Ça pourrait faire un lien avec les livres. Est-ce qu'on s'enligne vers une émission qui va faire suite à Firefly? En frais d'incroyables western spatial? Ben, on peut juste l'espérer. Ensuite, on va terminer la section de Mandalorian avec quand même une information qui pourrait être importante. En fait, les espions sur le plateau de la série Mandalorian ont trouvé un potentiel MacGuffin. Comment on pourrait dire ça, MacGuffin, un plot twist ou un objectif que le héros doit poursuivre. Et je vais vous lire la description. C'est le Mandalorien croise un bébé qu'il doit tuer lors d'une de ses missions, mais au lieu de le tuer, il le sauve et le reste de l'histoire tourne autour de la relation grandissante et les efforts pour le protéger ce bébé-là. Donc, la question est-ce que The Mandalorian tourne autour de la protection d'un enfant? Si vous vous souvenez l'an dernier, lorsque la série a été annoncée, une des rumeurs qu'on a parlé à l'émission mentionnait que
peut-être The Mandalorian, ça tournait autour de l'héritier de Mandalore que le héros avait comme quête de restaurer Mandalore ou restaurer la culture mandalorienne. Donc les photos d'espions montrent même que le Mandalorien a quelque chose d'accroché au dos qui est différent qu'un jetpack. Donc les gens ont commencé à spéculer par rapport à ça. Est-ce que ça peut être l'enfant qui est transporté dans une espèce de harnais dans son dos? On ne sait pas. En plus, on fait une remarque que selon l'âge que le bébé aurait dans The Mandalorian, il pourrait probablement avoir l'âge de Kylo Ren ou de Poe Dameron à peu près dans l'épisode 9. Donc, une possible introduction serait le fun, peut-être, de ce personnage-là rendu adulte dans l'épisode 9. Peut-être que Mandalore va être impliqué dans l'épisode 9, vu que la série peut peut-être faire un pont. On spécule totalement ici. Là, c'est des théories qui ont été sorties sur Internet, donc c'est juste de la spéculation jusqu'ici. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette introduction du MacGuffin du petit bébé qui pourrait être l'héritier de Mandalore ou je sais pas trop. Écoute, on a déjà eu une espèce d'histoire comme ça avec le film de Clone Wars. Est-ce qu'on veut vraiment répéter quelque chose comme ça? Plus ou moins, ça se pourrait-tu que ça soit... Je pense que c'est une théorie qui est pas invalide à ce point-ci, mais est-ce que c'est vraiment comme la théorie qu'on veut aller chercher, qu'on voudrait mettre de l'avant le plus? J'aimerais peut-être ça voir une meilleure... Ouais. un meilleur point central de l'histoire. Mm-hmm. Mais non, c'est un Jedi comme Yoda qui porte dans son harnais en anglais puis en arrière puis il s'entraîne là, à être Jedi. Et voilà. Jedi Mandalorian, non. C'était la théorie folle de Danny. The universe is now... Toi, Francis, as-tu une théorie quelconque par rapport à... Non, ben dans le fond, je trouve pas que c'est une théorie très plausible. Ben, c'est plausible dans le sens que, tu sais, ce serait l'intrigue, là, puis le héros repenti ou justement là, qui en a assez des missions horribles puis qui finit par décider au lieu de le tuer, de le protéger, un truc comme ça. Ça fait très Star Wars quand même, ça fait très Disney. Mais comme Sébastien disait, est-ce qu'on veut toute une série qui tourne autour de la protection d'un bébé? Pas certain qu'il y a de quoi faire 10 épisodes à 100 millions de dollars là, avec une intrigue comme ça, mais bon. Je suis pas Jon Favreau et je lui fais entièrement confiance pour cette série-là. Donc, je ne me prononcerai pas là. Puis non, j'ai pas de théorie folle. Fait qu'il va falloir que vous gardiez l'exclusivité des théories folles pour ce soir. À moins que ce soit tout simplement un flashback. Puis on porte pas plus attention là-dessus ou que c'est une mission d'un épisode puis c'est fini là. Ouais, possible aussi. Ça serait, moi personnellement, je pense. Possible parce que c'est ça, on sait pas non plus si ça va être une ou plusieurs intrigues. T'sais, ça va être une série à vraiment une seule méga intrigue là, du début à la fin, ou ça va être une intrigue plus principale, puis justement chaque épisode il va avoir un petit quelque chose de nouveau. C'est ça, on sait pas exactement à quoi s'en tenir pour ça. Mm-hmm. C'est comme toutes des petites intrigues différentes, mais avec au centre l'Empire, mettons, là, l'Empire, admettons, qui est au centre de toutes les intrigues, là. Mm-hmm. Où ça remène vers l'Empire. Mm-hmm. Excellent. Donc, ça va conclure la partie de Mandalorian. On va immédiatement sauter à l'épisode 9, dont on a su aujourd'hui, on est mercredi le 5 aujourd'hui, c'est ça? Le 5 décembre, oui. On a eu une rumeur qui vient d'un des employés de Collider, je me souviens plus de son nom, qui lance une rumeur que le teaser de l'épisode 9 sortirait d'ici Noël. Donc c'est une bonne nouvelle. Probablement qu'on va apprendre le titre à ce moment-là aussi et possiblement aussi peut-être plus de détails sur le reste de la distribution, on sait pas. On a quand même une bonne liste. Mais peut-être qu'ils vont encore focuser un peu plus sur une liste plus finale. On va vous parler de différents trucs par rapport à... Danny, écoute, suite à cette annonce-là, on a aussi Mark Hamill qui a annoncé le titre officiellement du film.
Et il a dit sur Twitter, le titre sera épisode 9. Bien sûr. Ça, c'est du grand Mark Hamill. C'est du grand Mark Hamill. Mais avant qu'on se lance dans toutes les nouvelles de rumeurs, j'aimerais ça profiter de ce moment de début de rumeurs d'épisode 9 pour dire que Kevin Smith, le directeur de renom international maintenant, a visité le site, le plateau de tournage de l'épisode 9, et tout ce qu'il avait à dire, c'est l'histoire semble fantastique, le film semble fantastique, et lui, la scène qu'il a vue, ça l'a tellement touché que ça l'a fait pleurer. Encore une fois, il est très sensible, Kevin Smith. Pas mal. Parce qu'il il avait pleuré aussi quand il était monté à bord du Faucon Millennium dans The Force Awakens. Fait que, mais il dit que J.J. Abrams fait est en train de faire le travail du Seigneur. Donc ça, j'ai vraiment, je pense que ça monte un peu là les requêtes, là, les expectations là pour le film là. Donc on se tiendra pas trop, mais étant un grand fan de Kevin Smith moi-même là, ma demande pour l'épisode 9 vient de monter pas mal. Ça paraît pas, mais JJ, il y a de la pression en maudit. Parce qu'après Last Jedi pis Solo, là, ouf, il faut que ce soit vraiment bon pour ramener le hype de Star Wars où est-ce qu'il était à l'épisode 7. Là. Ouais, faut que ce soit peut-être plus unificateur, un peu moins risqué peut-être. Mais pour revenir à la rumeur de teaser, faut avouer qu'il y a une certaine logique à ça, là. T'sais, on est d'une période depuis le rachat de Disney, on va être dans la période la plus longue sans aucune sortie majeure de Star Wars. Donc, il faut justement... Puis bon, comme n'importe quel autre matériel hollywoodien, les teasers du temps des fêtes, c'est assez classique. Moi, je serais quand même déçu, par contre, si on a vraiment droit uniquement au titre, là, puis tu sais, une petite musique, là, où certains teasers, des fois, là, où c'est ça, t'as juste la musique puis le titre apparaît. J'ose espérer qu'on va avoir droit quand même à un minimum de contenu, un peu comme le premier teaser qu'on avait eu des derniers Jedi. C'était plein de petits flashs, mais tu sais, ça nous laissait là justement partir dans des théories folles. Donc, en tout cas, on va espérer. Noël arrive à grands pas, donc je serais quand même surpris qu'on ait rien. Mais oui, on dirait qu'il y a comme à l'approche de Noël, il y a plein d'annonces là, qui se préparent. Là. On a eu pour les romans aussi, on s'attendra pas à ça, mais on a eu pour les romans aujourd'hui aussi, puis tout ça. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir plein de petites choses qui vont sortir d'ici Noël, des annonces, etc. Au moins pour nous donner un cadeau de Noël, parce qu'on n'a pas de film cette année. Donc donnez-nous quelque chose. Exactement. S'il vous plaît, Kathleen Kennedy, écoutez-nous. Écoutez, on a un podcast à remplir, on a fou du contenu. C'est ça. Pourtant, on a acheté tout plein de choses, de produits dérivés cette année, puis on a écouté plein de séries dérivées aussi cette année. Pourquoi ils sont méchants avec nous comme ça, Danny? Je sais pas. Donc, si on veut finir un jour cet épisode, on va parler... il y a un décor dans la jungle lors de l'épisode 9. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi... de qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent dans dans le fond, c'est en deux temps. Écoute, déjà, ça se passe dans un parc national anglais qui s'appelle Black Park, une espèce de réserve nationale, et pas excessivement loin là, des studios de Pinewood. Puis ce qui a été observé au départ, c'est justement de la parce qu'on s'entend, c'est en Angleterre, donc c'est pas un climat propice aux jungles. Donc c'est plus une forêt d'ailleurs qui serait quand même assez comparable à celle qu'on a ici au Québec. Mais dans le fond, justement, ce qui a été observé, c'est qu'ils transformaient un peu le décor pour le rendre un petit peu plus, on va dire, chaud et humide. Donc beaucoup de lianes de poser après les arbres, des plantes grimpantes, des choses comme ça. Beaucoup de faux rochers aussi ajoutés. Et plus récemment, ce qui a été observé au travers des fougères et des arbres, c'est une silhouette de Faucon Millennium. Donc, on doit quand même... Pis tu sais, c'est pas juste une silhouette vue de très loin, là, je veux dire, c'est le Faucon Millennium, il n'y a aucun doute là-dessus.
Donc, on peut en conclure que bon, l'équipe du Faucon justement va j'allais dire se réfugier, mais pas nécessairement. On connaît pas l'histoire encore, mais qui va avoir au moins un moment sur une planète ou en tout cas une partie de planète là qui va rappeler Endor un peu ou Kashyyyk à la limite là. Donc très feuillu puis limite jungle un peu. On sait pas si c'est le Faucon complet qui est là. Hein. D'après ce qu'on voit, ça serait juste la partie où est-ce que la rampe qui descend. Donc c'est peut-être juste, on va peut-être juste les voir descendre, etc. Ça sert à rien de bâtir le Faucon comme ça dans la jungle, à moins qu'il y ait vraiment une scène élaborée là, qui serait énorme là, mais c'est quand même intéressant. C'est vrai, j'avais pas remarqué, mais effectivement, peut-être que justement c'est peut-être juste un court moment là à cet endroit-là. Moi, j'en avais plutôt supposé que c'était le début de la construction du Faucon, mais t'as raison. Écoute, c'est peut-être juste une petite scène là de sortie ou l'inverse là, de rentrer en catastrophe dans le Faucon. Mm-hmm. J'ai bien hâte de voir ça. Le Faucon, possiblement un de ses derniers films, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Si on suit la logique, effectivement, que c'est la fin de la saga Skywalker. Écoute, quoi qu'ils sont toujours bons pour recycler toutes sortes de concepts, là, mais... il y a toujours The Mandalorian qui peut faire un caméo, un passage dans l'atmosphère ou dans un spatioport, ou encore la série de Cassian Andor pourrait être là aussi, tu sais, un petit clin d'œil, là. Ça pourrait être intéressant. Mais d'un autre côté, on peut dire qu'il va avoir été très présent dans la postlogie, pas mal plus que dans la prélogie. C'est vrai. On se rappellera que dans la prélogie, le Faucon apparaît, là, mais c'est plus un élément de décor qu'autre chose. Ouais, puis quand tu y penses maintenant, c'est plus le Faucon, parce que il y avait pas le devant pointu. Ouais, effectivement, ça pourrait être un autre YT300, là, mais... 1300, ouais, c'est ça. 1300. Mais ça pourrait aussi être tout simplement qu'il y avait pas son module de survie. Ouais, aussi. Avant que Lando le rajoute. Parce que c'est un upgrade qu'il a mis, là. Ouais, c'est du tuning. Ouais, c'est tuning ça. de coréen qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Excellent. Sébastien, il y a du retour de certains personnages, bien sûr, dans l'épisode 9. Ben oui, écoute, il y a le journal de Sun qui a quand même, il y a quelques temps, il a publié des photos du tournage de l'épisode 9. Et dans ces photos-là, on voyait non seulement des chevaux recouverts de poils de dewback, ou quelque chose de similaire à ça, on sait pas trop c'est quoi, là, ça ressemble à des chevaux mongoliens. C'est vraiment ce qui sont jamais coupés les cheveux. C'est un peu spécial. Mais, plus principalement, on a vu Finn. On a vu Poe dans un nouvel attirail qui est pas mal moins pilote X-Wing, un petit peu plus guérilla / vaurien, un peu à la Han Solo, là. Puis, tu sais, ça, puis nul autre que Chewbacca qui était là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on a aperçues qu'à l'époque on les connaissait pas, puis maintenant on les connaît, peut-être. Je regardais les photos, puis je me dis, il y a peut-être des Cloud Riders qui sont sur place aussi. Donc les Cloud Riders, on les a aperçus dans Solo. C'est les gens qui font partie du groupe de Enfys Nest. Et quand je regardais là le headband de certaines personnes, je me disais, il y aura peut-être un lien de parenté quelconque avec ça, donc ça reste à voir. Mais bref, j'ai bien hâte de voir à quoi les fameuses créatures basées sur les chevaux vont ressembler, parce que les chevaux sont marqués avec des rubans là marqueurs pour faire des éditions numériques par-dessus leur visage. Et c'est ça. Donc countryside sur une colline, et même Finn commence à avoir des airs de Lando Calrissian. Ben, c'est peut-être aussi juste du recyclage de costumes aussi, un peu comme on dit par rapport à l'Alien, là. Pour économiser, on prend des costumes déjà existants. Moi j'ai l'impression que tout ce qu'on avait était sur le vaisseau que l'amiral Holdo a passé à travers le Superstar Destroyer de Snoke. Donc il nous reste plus de linge, fait qu'on va prendre ce qu'il y a à bord du Faucon. Ouais, dans un sens, il y a une certaine logique, effectivement. À la fin, c'est juste ça qu'ils ont, donc...
Mm-hmm. Donc, une autre nouvelle, John Boyega est arrivé à Aqaba, en Jordanie. Il a posté une photo d'une mosquée et de son minaret sur Instagram, bien qu'il est peu probable que ce lieu-là en question soit utilisé pour l'épisode 9, parce que, bon, on sait qu'ils ont probablement des grosses restrictions par rapport à filmer dans une mosquée ou quoi que ce soit. Il y a un potentiel que certaines parties de l'architecture soient modifiées un peu comme dans The Last Jedi à Dubrovnik. Ils ont changé un peu certains éléments pour faire Canto Bight, ou qu'il y a un lien avec des récentes structures qui ont été vues à Pinewood. Par contre, attention, la majorité des lieux de tournage connus en Jordanie sont loin des villes dans le désert. Donc oui, il y a des tournages en Jordanie, mais c'est pas en ville. Je pense que c'est la même place qu'ils ont tourné aussi la scène de Jeddah pour Rogue One. Donc c'est dans le désert de Jordanie. Donc est-ce qu'ils retournent là? Peut-être. J'ai aucune idée. Il est à noter par contre que ces structures-là à Pinewood pourraient aussi être issues du tournage du film Maleficent 2. Donc, il y a beaucoup de monde qui spécule de ça parce que ça s'était tourné sensiblement en même temps. Donc, c'est peut-être juste un décor qui a absolument pas rapport à l'épisode 9 qui est en construction ou en démolition. Donc, on va arrêter le nouvelle directement là parce que, bon, on sait qu'il y a un tournage en Jordanie et que John Boyega va y être. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, on parlait de Jordanie. Francis, qu'est-ce qu'il y a d'autre justement par rapport à ça? Ouais, ben dans le fond, c'est ça. On sait qu'il y a un tournage là, à Wadi Rum. On a eu quelques photos leakées là, de ce qui serait apparemment un lieu de tournage. Mm-hmm. Bon, comme tu disais tantôt, c'est pas mal les endroits où il y avait tourné les scènes de Jeddah. Donc, par contre, cette fois-ci, est-ce qu'on est de retour sur Jeddah? Est-ce qu'on est sur Tatooine? Est-ce qu'on est sur Jakku? Faut avouer que Jakku ferait quand même un certain sens, dans le sens que c'est dans l'épisode 7 un retour, une petite référence dans l'épisode 9. C'est quand même assez logique là, de conclure où est-ce que ça a commencé. À l'inverse, Jeddah, bon, on a vu en BD, en comics là, de quoi a l'air Jeddah dans l'après-destruction par Krennic. Mais au grand écran, je sais pas si on va revoir ça. Bref, allez voir les photos, c'est pas grand chose, attendez-vous pas, c'est un désert un peu rocailleux. Donc attendez-vous pas là à toutes sortes de structures impressionnantes, mais tu sais, il y a l'air d'avoir des espèces de tentes là, ça fait un petit peu nomade ou comme les camps de les nomades sur Tatooine, comment ils s'appellent, les Tusken Raiders. Les Tusken, exactement. Donc c'est ça. Mais on sait qu'encore une fois, on n'y échappera pas. Il va y avoir un désert dans Star Wars. Donc honnêtement, par contre, si c'est ni Tatooine, ni Jakku, ni Jeddah, là vraiment là, c'est parce qu'ils vont étirer l'élastique solide sur une autre planète de sable. Y a-t-il des planètes pas désertiques dans ce galaxie-là là? C'est parce qu'on vous pouvez arrêter d'en rajouter toujours des nouvelles. Mais bon, écoute. Ça, c'était mon éditorial personnel. La galaxie est petite. Ouais, c'est ça. Sébastien, le véhicule préféré de tous serait de retour dans l'épisode 9. Le T-38, le Land Speeder, pour vrai? Mais non, on parle du X-Wing, bien sûr. Alors, il y a une photo aérienne qui a été envoyée à nos amis de MakingStarWars.net et elle représente un X-Wing sans aile, donc soit qui est démantelé ou soit qui est démonté, on n'est pas trop sûr. Et cette photo-là vient de la forêt de Black Park, justement, qui est avoisinante au studio de Pinewood. On sait que le X-Wing de Poe s'était fait détruire dans l'assaut du Premier Ordre, donc est-ce que c'est un futur vaisseau de Poe? On ne sait pas. Est-ce qu'il va vraiment être orange ou est-ce que c'est plus un effet de la caméra? Parce que moi, je remarque que l'image semble être plus une image thermique, comme une caméra FLIR. Donc, on voit plus la chaleur ressortir, là, puis et vice-versa. Puis, il y a plusieurs spots bleus autour du dit X-Wing. Donc, si on inverse les couleurs, ben là, on aurait le X-Wing qui serait en bleu, puis on aurait les gens qui seraient en rouge. Donc, est-ce que c'était juste une question de réussir à mettre, à faire apparaître là, le set à travers les arbres pour ou voir autre le chose? X-Wing, en fait, c'est ça. C'est ça. Là. Moi, d'après moi,
j'ai l'impression que c'est plus ça qu'on a réussi à mettre la main que la véritable couleur du futur vaisseau, parce que on s'entend là. Un vaisseau orange dans l'espace, là, ça ressort un peu pas mal. Mm-hmm. Mais là, c'est le prédateur qui est en train d'espionner. Ah, c'est ça. Non, bon, c'est ça. C'est comme ceux qui le savent pas, quand les caméras thermiques comme ça, quand c'est rouge, c'est que c'est chaud. Quand c'est bleu, c'est froid. Donc, si t'inverses, ben, les personnes autour du X-Wing sont en rouge. Si t'inverses les couleurs, donc c'est les humains, c'est la chaleur. L'X-Wing serait bleu parce qu'il est froid. Parce que c'est une maquette. C'est ça. C'est un décor. Mais je re-regarde la couleur, l'image, là, puis je vais me corriger un peu. Les gens sont plutôt mauves. Okay. Donc, bon, puis... mais d'après moi, ça reste une photo d'image thermique, là. Okay. Plus que quoi que ce soit d'autre. Mm-hmm. Donc, on verra bien ce que c'est au final. Il y a aussi plusieurs morceaux de décor qui semblent être comme des pièces détachées, là. Puis pas nécessairement des pièces détachées on va les remonter sur un vaisseau, mais des pièces détachées comme dans un junkyard, là, dans un scrapyard. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est juste comme un morceau de décor? Mm-hmm. Ça se peut. Ça reste à voir. C'est possible que ce soit un X-Wing en train de se faire monter aussi pour un tournage, une scène. Donc, on verra bien. Mais les réacteurs du X-Wing sont comme les réacteurs qu'on avait vu du X-Wing là, de Poe dans les 2 derniers films. Mm-hmm. Ben, donc, les nouveaux X-Wing, là, les T-70. Ouais, exact. C'est ça, c'est le cockpit aussi, là, tu reconnais tout de suite celui du T-70, là, il est pas pareil comme non plus comme le T-80, on a vu dans série Résistance les plus récents X-Wing, là, de la République. Mm-hmm. Mais je soulignerais, tu parlais effectivement, celui de Poe en tant que tel a été détruit dans le film, mais tout le monde s'attend de toute façon à un retour de Snap Wexley. Mm-hmm. Qui était absent de l'épisode 8, et ceux qui n'ont pas lu la série Comics Poe Dameron, je vous invite à le faire parce que c'est le seul contenu post-épisode 8 qui existe pour l'instant. Donc il y a une toute petite suite à l'épisode 8 dans le comics de Poe Dameron, et ça ferait quand même du sens qu'on retrouve rapidement des X-Wing là, avec la Résistance. On vient de perdre Sébastien, il est parti au magasin. Non. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est sans compter aussi l'image qui est apparue sur StarWars.com, je crois, Danny, qui montrait la flotte là, rebelle suite... C'est l'attraction à Galaxy's Edge, c'est ça? Ouais, c'est ça qu'on va voir à Galaxy's Edge. Donc, c'est clair que... Puis il nous avait été confirmé que Snap était ailleurs dans l'univers, donc toutes les œufs étaient pas dans le même panier, là. De toute façon, ça démontrerait une intelligence tactique de la part de Leia. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait d'autres vaisseaux d'attaque rapprochés qui faisaient partie de cette flotte-là. Mm-hmm. Donc, on va terminer avec les 2 dernières nouvelles. Dernière rumeur qui vient de Star Wars Leaks et qui a été corroborée immédiatement par une autre source de Making Star Wars, est que Kylo Ren aurait reforgé son masque avec une substance adhésive cristalline rouge qui lui donnerait une allure menaçante et corrompue. Un petit peu de Kylo, un petit peu de Vader avec une touche stylisée de Darth Maul peut-être. Le Ultimate Sith Lord, I guess. D'après moi, je peux pas croire qu'il a recollé son masque. Ça doit être vraiment juste une reforge. J'ai hâte de voir de quoi ça a l'air. S'il porte vraiment son masque, c'est rendu maintenant le suprême leader, hein, après tout. Donc, mais dans le fond, là, il a découvert le kintsugi, qui est l'art japonais de réparer les pots cassés avec de l'or liquide. Fait que tout ce qu'il a fait, dans le fond, c'est il a pris un bout de cristal là, qu'il a récupéré du sable laser de Darth Vader, puis il l'a fait fondre, puis il a réparé son casque avec ça. Ah, tu vois, moi j'avais plus fait le lien avec la fin de l'épisode 8 sur Crète, dans les grottes de Crète. Mais bon... Ouais, prendre les cristals rouges, ben ouais. Cristalline rouge. Mm-hmm. Mais j'ai bien hâte de voir ça parce qu'effectivement, ça, tu sais, de premier abord, quand on entend ça ou qu'on le lit, on se dit, c'est-tu vraiment une bonne idée?
Mais ceux qui l'auraient vu justement précisent que ça donne une vue très menaçante, très crédible, etc. Donc j'ai bien hâte de voir. Mais c'est ça, j'espère que c'est pas trop évident, que c'est pas une copie conforme de son masque là, qui a tout pété en morceaux dans l'ascenseur du suprématie. D'autant plus que bonne chance pour retrouver les morceaux, là, tu sais. Vu ce qu'on parlait tantôt. Il y a son masque avec du duct tape rouge. Ouais, c'est ça. Finalement, on apprend aussi que dans l'épisode 9, BB-8 aurait un petit droïde sidekick qui s'appellerait Dio. Ben, ils savent pas vraiment comment ça s'appelle, mais la personne qui a entendu ça sur un mégaphone aurait entendu Dio comme un nom. Certains gens sur Reddit mentionnent même que ça pourrait être le droïde de Iden Versio qu'on voit dans Battlefront 2, dans la partie campagne de Battlefront 2. Ce petit droïde-là s'appelle ID-10 dans Battlefront de ID-10 ou ID-O, ID-10. On sait pas, ça a été prononcé sur un mégaphone, donc c'est pas clair. Mais ça pourrait être intéressant, c'est sur ce petit droïde-là. On dit même que ce droïde serait très attaché à BB-8 et qu'il pourrait entrer à l'intérieur de ce dernier dans un petit compartiment. Donc, est-ce que le droïde d'Iden Versio est assez petit pour rentrer à l'intérieur de BB-8? On le sait pas. Allons voir, ça va être le Laurel et Hardy des droïdes pour remplacer... Physiquement? Je penserais pas. Physiquement parlant, ID-10 est à peu près de la taille de BB-8. Ouais, c'est ça. Donc, s'il se trouve d'une manière qu'on n'a pas encore vue, il pourrait rentrer à l'intérieur, mais sincèrement, c'est facile de douter qu'il y aurait de l'espace à l'intérieur de BB-8 pour ID-10. Il pourrait s'intégrer à un des cercles, tu sais, c'est comme une araignée, c'est comme un mini probe droid, là. Il pourrait s'attacher sur le côté, comme à la place d'un des ronds, peut-être, je sais pas. Ça pourrait être, entre guillemets, cool, mais en même temps, j'ai pas envie de voir des Transformers dans Star Wars. Non. C'est vrai. Non, en effet. S'il vous plaît, Hasbro, là, restez loin de Disney, là. Par contre, si c'est bel et bien ce droïde-là, je trouve que côté convergence des différentes histoires, c'est réussi. Ça serait cool, par contre. Pour ceux qui auraient pas du tout la moindre idée là, de quoi on parle, qui auraient pas vu du tout le jeu, c'est un petit droïde qui fait beaucoup penser au propre droïde qu'on voyait dans l'Empire contre-attaque, donc une espèce de petite boule qui vole avec des pattes là un peu dans le vide. On voyait ça aussi dans la série Rebels au début, les inquisiteurs, là, certains inquisiteurs avaient ce genre de droïde là. Si je me souviens bien, dans l'histoire de Battlefront, c'est justement un de ces droïdes là, mais en version améliorée. Mais c'est ça, tu sais, c'est un droïde qui fait un petit peu plus empire, puis évidemment comme il vole justement, bon ben il permet il ferait quand même peut-être une très bonne équipe avec BB-8. Et en même temps, depuis l'épisode 7, à chaque fois qu'on entend parler de BB-8 par la production de Star Wars, ben c'est toujours que faut en mettre le plus possible. Donc c'est toujours là, c'est le conseil aussi que Rian Johnson avait reçu de J.J. Abrams. Il disait faut que t'en mettes le plus possible de BB-8. Donc je serais pas du tout surpris qu'il lui ait créé une petite relation de droïde là, d'amitié ou peu importe là. Et encore une fois, j'en reviens au comic de Poe Dameron, mais c'est quelque chose qu'on avait aussi vu dans Poe Dameron, des espèces de relations entre les droïdes là, de l'équipe de la Black Squadron là, de Poe Dameron. Donc j'ai bien hâte de voir, mais moi c'est quelque chose qui me choquerait pas spécialement. Je trouve que une petite équipe de droïdes, on avait eu la version maléfique là, dans l'épisode 8. BB9, je pense qu'il s'appelait, ou quelque chose comme ça. Ouais, la version Empire, ouais. Mais faut dire qu'il y avait un rôle un peu plus grand au départ puis que ça avait été coupé, là. On voyait ça dans les scènes coupées. Mais c'est ça, je trouve qu'une équipe, parce que bon, le classique évidemment c'était C3PO et R2D2, alors que BB-8, bon lui c'était plus en solo. Donc c'est peut-être ça qu'on va revenir aussi. Je sais pas si ce droïde-là va être aussi chialeux et tannant là, que C3PO. Non, moi je voudrais que ce soit comme Chopper un peu là.
Ah ouais, bougonneux. Ouais, c'est ça. Ça serait drôle. Mais moi aussi, j'aimerais que ce soit celui de Eden Versus, surtout qu'on sait que à la fin de la deuxième partie de la campagne, ce petit droïde-là s'en va avec la fille d'Eden Versio. Puis il parle à Léa avant l'attaque de la Résistance au début de The Last Jedi. Puis ils s'en vont chercher quelqu'un pour aider à la bataille. Clairement, ils arriveront pas à temps. Mais on sait qu'à la fin de la campagne, ils partent aller chercher. Léa demande aller dans tel secteur chercher de l'aide. Puis ils partent. Ça finit comme ça l'histoire. Mais le petit droïde est avec eux. Donc peut-être qu'on va le revoir. Ça serait intéressant. Donc sur ça, c'est qu'est-ce qu'on sait de spoilers jusqu'à présent. C'est pas beaucoup. Comme on vous a dit au début, sont très très serrés côté sécurité pour l'épisode 9. Donc c'est très difficile d'avoir de l'information. Je pense qu'on va en avoir beaucoup plus quand ça va être la post-production et on va avoir des fuites de ceux qui travaillent, de les multiples compagnies qui travaillent sur la post-production. Donc il y a toujours plus de fuites à ce moment-là. On va conclure l'émission là-dessus. N'hésitez pas à nous laisser, comme toujours, vos impressions sur ce qu'on vient de discuter. Mais attention, je dirais, envoyez-nous des courriels seulement à studio@starwars.direct. Ici, on veut pas que vous discutiez sur Facebook ou Twitter. Le but, c'est de pas spoiler les autres. Donc, ayez un peu de respect. Si vous voulez commenter sur cette émission, envoyez-nous un courriel ou envoyez-nous un message privé. Mais mettez rien sur notre page Facebook ou sur Twitter ou sur notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, pour pas nuire aux autres qui voudraient garder ça secret pour lors du film ou quand ils vont regarder en streaming The Mandalorian. Donc, un peu de respect pour eux, ça serait bien apprécié. Bien sûr, vous pouvez aussi, comme je viens de mentionner, nous suivre sur Facebook, Twitter, notre compte Instagram et notre chaîne YouTube. Je rappelle qu'on cherche toujours des personnes pour nous aider en Amérique du Nord. Donc, si ça vous intéresse d'être devant le micro comme nous, allez sur starwars.direct/recrutement et remplissez le formulaire et on va communiquer avec vous si on vous considère. Vous pouvez nous joindre, vous pouvez nous écouter plutôt sur différentes plateformes, donc iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast et Apple Podcast. Donc il n'y a aucune raison que vous nous écoutiez pas sur la route ou en faisant vos activités favorites. Merci à nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Donc, de la part de Francis, Sébastien et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.